Bonjour à vous et bienvenue sur ce deuxième podcast. Je m'appelle Jérôme Nédélec et je suis l'auteur d'une trilogie, L'Armée des Veilleurs, qui se déroule dans la Bretagne du Haut Moyen-Âge à l'époque des incursions scandinaves. Mon premier roman, Les Frontières liquides, prend place pour une grande partie au bord de la Vilaine, plus exactement sur le site du château de Rieux, à qui ce podcast sera consacré. Alors pour vous situer géographiquement, nous nous trouvons à l'extrême est du Morbihan, à une douzaine de kilomètres au sud de Redon, dans la vallée de la Vilaine, qui à cet endroit délimite la frontière avec la Loire-Atlantique, avec du côté est la commune de Fégréac. L'endroit va devenir assez tôt dans l'histoire un lieu de passage très important dans la région pour une raison bien simple. En effet, nous sommes dans une vaste zone de marais où une immense plaine alluviale s'étale sur des hectares et des hectares le long de la Vilaine. On voit assez bien sur cette carte géologique la rhyolite, en rouge, une roche volcanique très dure qui a été un peu plus épargnée par l'érosion qu'ailleurs, laissant un promontoire des deux côtés de la Vilaine sur lequel sera édifié le château du côté ouest de la berge. Cette bande de roches en hauteur explique également pourquoi ce lieu est l'un des rares endroits dans le secteur où il n'est pas nécessaire de traverser des centaines de mètres de marais inondables avant de pouvoir franchir la Vilaine. Des marais qui sont la résultante d'alluvions qui se sont déposés là depuis des millénaires. En effet, il y a 15 000 ans, durant la période glaciaire, cette plaine était en réalité un véritable canyon et la Vilaine coulait 15 à 20 mètres plus bas qu'aujourd'hui, soit l'équivalent d'un immeuble de 5 étages. De nos jours, le paysage est bien différent et on voit sur cette photo la configuration particulière du site. Un site qui se situe sur une zone de frontière entre deux grandes cités gauloises, car à l'époque proto-historique se trouve à l'ouest du fleuve le territoire des Vénètes et à l'est celui des Namnettes. Car les Gaulois n'étaient pas un peuple unique, mais un ensemble de peuplades indépendantes qui partageaient une même langue et un même système religieux et qui s'organisaient en cités, des territoires à peu près équivalents à nos départements actuels et dont les noms sont à l'origine d'un grand nombre de grandes villes françaises que nous connaissons aujourd'hui. Alors, les plus connus sont les Parisis qui ont donné leur nom à Paris, les Pictons à Poitiers, les Carnutes à Chartres, etc., etc. En armorique, cela ne fait pas exception et on rapproche les coriosiolites de Corseul, en Côte d'Armor, les Redonnesses de Rennes, les Namnettes de Nantes et les Vénètes de Vannes. Alors pour ce qui est du site de Rieux, c'est à la période gallo-romaine qu'on va en entendre parler pour la première fois grâce à une carte, la table de Peutinger, du nom de son propriétaire, Konrad Peutinger ou Peutinger, un Allemand amateur d'antiquité qui vivait au XVIe siècle. C'est une reproduction réalisée au XIIIe siècle d'une ancienne carte romaine qui représente les principales routes et villes de la fin de l'Empire romain et qui constituait le cursus publicus, l'équivalent d'un service des postes et des échanges administratifs de l'époque. Cette carte, dessinée sur plusieurs parchemins et qui, une fois assemblée, forme une bande de plus de 6 mètres de long, n'est pas une reproduction de paysage, mais plutôt une représentation symbolique d'un réseau de communication, un peu à l'image des plans de transport en commun actuels. Sur cette carte, on y reconnaît bien sûr l'Armorique et ses principales villes comme Condat, Rennes ou Vorgium-Carhaix, mais aussi Portus Namnetum, Nantes et Darioritum, Vannes. Et entre ces deux dernières villes, on trouve Durécy, un lieu identifié depuis le XIXe siècle comme étant la commune de Rieux, un ancien passage sur la Vilaine. Alors déjà, on va s'attacher à ce toponyme. Durécy, on l'a traduit longtemps par Duro Ritum, le gué fortifié, un nom qui n'est visiblement pas d'origine latine mais gauloise. Rite ou Ritia, latinisé en ritum, est un élément toponymique présent dans de nombreux noms de lieux à la période romaine et qui en effet désigne le gué, nom qui donnera en breton le mot roudour. Pour le préfixe du, on pourrait l'associer au mot dubron qui donnera dour en breton, c'est-à-dire l'eau, un nom à l'origine de nombreux hydronymes comme le Douro en Espagne ou la Durance dans le sud de la France. Alors la conclusion pourrait être que Durécy veut dire le gué sur l'eau, ce qui pourrait être logique mais plutôt redondant. Un gué, c'est forcément un passage sur une voie d'eau. Le linguiste Xavier Delamarre, spécialiste de la langue gauloise, suggère plutôt, lui, de garder rite, le gué, mais avec le préfixe du, qui en gaulois est un préfixe insistant sur une particularité négative. Ce qui donnerait dans le cas présent le mauvais passage, dans le sens dangereux ou inconfortable, ou mal passe. Alors plusieurs autres hypothèses existent sur lesquelles je passerai rapidement parce que sinon ce podcast durerait plusieurs heures, mais globalement on est à chaque fois sur des notions d'eau, de passage, voire de courant qui sont les éléments les plus notables de ce lieu. Je vous rappelle que cet endroit est le seul à des kilomètres à la ronde qui permet un passage sur la Vilaine, mais pas forcément d'une manière aisée. En effet, l'été, il faut se tremper les pieds pour la traverser et se méfier des phénomènes de marée, et l'hiver, il est nécessaire d'emprunter des barques ou des barges en affrontant des courants qui peuvent être à certains moments de l'année très importants.
car il faut venir l'hiver pour voir à quel point la Vilaine est un fleuve qui charrie une quantité d'eau phénoménale, et ce pour une bonne raison, c'est que devant le château de Rieux passent toutes les eaux du bassin versant de cette partie de la Bretagne. Et ce surplus s'épanche dans les marais alentours, transformant une partie de l'année le paysage en une vaste mer intérieure. Alors, paradoxalement, c'est un fleuve qui, à cet endroit, est presque au niveau de la mer, alors qu'on est à plusieurs dizaines de kilomètres à l'intérieur des terres, et dont le débit se réduit énormément l'été, permettant le passage à gué. Mais cela favorise un phénomène qui devait être assez impressionnant à observer et qui sont les marées fluviales. Il se trouve que la topographie du secteur permet aux marées de remonter la Vilaine loin dans les terres jusqu'à Redon en temps normal, voire même jusqu'à Kypris-Messac au nord par grande marée. Ce mascaré permettant même à des bateaux à voile, parfois imposants, de remonter le cours du fleuve sans grand effort, et ce jusqu'au début du XXe siècle. Alors tout cela est maintenant terminé parce que dans les années 60, un barrage a été construit à Arzal, proche de l'embouchure de la Vilaine, afin de réguler le cours du fleuve et éviter les grandes crues hivernales, ce qui a considérablement bouleversé l'écosystème et le paysage du secteur. Mais revenons à l'archéologie. Donc nous avons vu que Durécy était un vicus, c'est-à-dire une petite agglomération représentée sur la table de Peutinger. La présence d'un établissement gallo-romain a été confirmée par l'archéologie au XIXe siècle, où Léon Maître, un archiviste reconverti en archéologue, a effectué plusieurs fouilles des deux côtés de la Vilaine. Il y a retrouvé les vestiges d'une villa gallo-romaine, mais également beaucoup de ruines d'élévation sur la butte qui surplombe la vallée, qu'on appelle la colline du Bélion, appelée aussi butte de Bro ou butte Saint-Jacques côté Fégréac. Du côté Rieux, il a fait également de nombreuses prospections qui confirment la présence romaine dans tout le bourg, et il va même excaver les vestiges d'un temple qu'il situe non loin de l'église. C'est donc Léon Maître qui, tout naturellement, va être le premier à associer les traces archéologiques trouvées des deux côtés de la Vilaine avec la ville antique de Durécy, une agglomération traversée par la voie romaine qui relie Nantes à Vannes. Comme vous le savez sûrement, les Romains ont très tôt structuré leur territoire autour de ces routes qui ont été réalisées tout de suite après la conquête des Gaules et qui, pour une partie du moins, reprenaient le tracé de voies antérieures. Ces voies ont depuis disparu ou ont été reprises par des routes modernes, mais il se trouve que parfois on en retrouve encore des tronçons. Cela a été le cas non loin de Rieux, sur la commune voisine d'Aller, lorsqu'on a voulu construire une 4 voies dont le tracé, je vous le donne en mille, a repris exactement celui de la voie édifiée par les ingénieurs romains 2000 ans plus tôt. Fouillé en 2005 par l'archéologue Gilles Leroux de l'INRAP, l'Institut national des recherches archéologiques préventives, ce tronçon de route antique était particulièrement bien conservé et a pu être examiné sur plus de 300 mètres. On y a trouvé des traces de roues de charrette attestant de la longue fréquentation de la voie, ainsi que des fossés de drainage et plusieurs niveaux de circulation. L'archéologue a démontré que ce n'était donc pas une voie secondaire, mais bel et bien une route d'importance, l'équivalent d'une autoroute actuelle. Il est probable qu'il devait y avoir également une autre voie qui croisait celle-là à Rieux. C'est la route reliant la presqu'île de Guérande remontant jusqu'à Rennes, mais pour l'instant, on est encore dans le domaine de la supposition car il n'a pas été retrouvé de signe tangible de la présence de cette voie de circulation. Au sujet de ces routes, on peut également évoquer ce qui ressemble à une borne milliaire et qui se trouve encore dans le centre du bourg actuel. En ce qui concerne le franchissement de la Vilaine, il semble qu'il n'y ait jamais eu de pont aux périodes antiques. En 1991, une prospection subaquatique a révélé la présence d'une chaussée avec des couches anciennes, mais aucun signe d'un édifice architectural quelconque datant de cette époque n'a été retrouvé. Et pour en terminer avec la période gallo-romaine, la dernière fouille dans ce secteur s'est déroulée en 2014, où une équipe du CERAM, le Centre d'études et de recherche archéologique du Morbihan, dirigé par Isabelle Bruni, a mis au jour un ensemble artisanal et notamment un superbe four de potier assez bien conservé, le tout situé à la sortie du bourg, au bord de la voie romaine. Alors pour en revenir plus précisément sur le site du château, la question est de savoir si le promontoire était occupé durant l'Antiquité. Pour l'instant, nous n'en savons rien, aucun signe à ce jour ne nous donne d'indices de ce genre, et on ne sait pas non plus si les deux rives du fleuve étaient urbanisées de la même manière et comment était organisée cette agglomération. En revanche, un indice peut donner quelques pistes de réflexion concernant les périodes antérieures. Grâce à un relevé LIDAR, c'est une technologie laser employée par avion et qui permet de discerner des structures dans le sous-sol, on a pu découvrir qu'il existait les traces d'un fossé massif qui barrait le promontoire sur lequel s'élève le château. Alors même si aucun élément ne l'affirme, il est fort possible que ce fossé soit très ancien et date peut-être même de l'âge du bronze, voire du néolithique, ce qui démontrerait une continuité d'un système défensif sur le site, mais à ce stade, cela reste de la spéculation. En tout cas, suite aux troubles qui secouent l'Empire romain à partir de la fin du IIIe siècle, le vicus qui ne possède pas de rempart doit potentiellement voir son importance décliner, et ce jusqu'à la période carolingienne. Cependant, il est possible qu'en 590, ce gué revienne brièvement sous le feu des projecteurs. Varroc, un chef de guerre breton qui va régner sur le territoire des Vénètes et lui donner son nom, le Bro-Varroc ou Bro-Hérec, va avoir maille à partir avec ses voisins francs étant donné sa fâcheuse habitude à aller régulièrement piller les vignobles des bords de Loire.
On ne fera aucun commentaire. Alors après une énième rapine de Varrock et ses troupes, les Francs excédés vont organiser une expédition jusqu'à Vannes qui va temporairement calmer l'ardeur des turbulents Bretons, et après que Varrock se soit confondu en excuses et qu'il ait payé un tribut en dédommagement, l'armée franque retourne tranquillement vers l'est. Mais Varrock n'est pas du genre à laisser son vieil ennemi s'en sortir avec autant de facilité, alors il charge Canao, son fils, de les pourchasser pendant que ces derniers repassent la Vilaine. Cette attaque surprise va déclencher le chaos dans les rangs ennemis, au point que Canao récupérera une bonne partie du butin que l'armée franque et leur chef, Ebracher, leur avaient confisqué. Cet affrontement, on ne sait pas très bien où il a eu lieu, mais selon la description qui en a été faite, et aussi par déduction, il est tout à fait vraisemblable que ce soit le guet de Rieux qui en ait été le théâtre. Il faudra attendre encore quelques siècles pour que le château entre enfin dans l'histoire pour la première fois, et ce sera dans le cartulaire de Redon. L'abbaye de Redon est fondée en 832 par le moine Convoyon et Nominoé, qui à l'époque n'est qu'un missus imperatoris, c'est-à-dire un missionné de l'empereur Louis le Pieux, qui lui a confié la mission d'administrer la Bretagne. Alors ce serait un peu long de faire ici l'historique complet de ce monastère, mais ce dernier va jouer un rôle très important tout au long de l'existence du royaume et également pour l'histoire de notre château. En effet, le choix d'implanter cette abbaye ici ne doit rien au hasard. Comme pour le château, c'est une zone frontière. Le Nantais et le Rennais sont encore à ce moment-là sous influence franque, et c'est également un endroit de passage. Redon s'appelait Roton au IXe siècle, nom qui possède lui aussi la racine rite, le guet. Nominoé souhaite, avec la fondation de ce monastère, se positionner très tôt sur le plan politique dans ce secteur hautement stratégique, et qui sera pendant le siècle qui va suivre le théâtre de tous les enjeux politico-militaires du jeune royaume breton. La bataille de Ballon en 845 et celle de Gingland en 851, qui ont toutes deux vu la victoire des Bretons sur les troupes de Charles le Chauve, se sont déroulées à quelques dizaines de kilomètres à peine de Redon. Et c'est certainement l'influence de ce haut lieu de pouvoir, car la Bretagne du Haut Moyen-Âge se construit politiquement et spirituellement beaucoup plus autour de ses monastères que de ses évêchés, qui motivera la fondation de la place forte de Rieux. Le lieu du château est cité plusieurs fois dans le cartulaire sous le nom de Réus, qui donnera plus tard le nom de Rieux. Alors Réus est un toponyme connu un peu partout en France et qui serait tiré du latin rivus, la rivière, un nom que l'on retrouve, il est vrai, souvent sur des passages de guet. Dans le cas qui nous intéresse, il est curieux de voir un toponyme latin au milieu d'un océan de toponymes bretons, car Rieux se trouve dans une zone à dominante bretonnante au Moyen-Âge. Il est donc possible que le mot Réus soit en fait dérivé du nom d'Urécie et qu'il n'ait été rapproché du mot Rieux que plus tardivement. En tout cas, on va très rapidement associer un autre nom à ce toponyme, car le lieu est connu dans le cartulaire de Redon comme Réus Castellum, le Castel. Ce qui prouve que durant la deuxième moitié du Haut Moyen-Âge, une fortification s'élevait déjà sur ce promontoire. Et une fortification d'importance, car à la toute fin du IXe siècle, les écrits nous apprennent qu'Alain le Grand, le dernier des rois bretons, réside ici après avoir défait les troupes vikings qui ravageaient le royaume. Donc une résidence royale, rien que ça. Comme je le précisais tout à l'heure, au IXe siècle, la Bretagne, qui a déjà un statut de quasi-indépendance depuis l'arrivée en armorique des Bretons de Grande-Bretagne, prend officiellement le large de son voisin franc. Après la première tentative avortée de Morvan en 818 de s'opposer à eux, c'est Nominoé qui endossera la fonction officielle du premier souverain de Bretagne. S'en suivra trois autres, Érispoé, le fils de Nominoé, Salomon, un cousin de ce dernier, et enfin Alain le Grand, le frère de Pasquétaine, le gendre et l'assassin de Salomon. Alain le Grand, qui n'est pas encore roi en 890, dispute depuis une quinzaine d'années la couronne de Bretagne à Judicaël, un contre-rival. Mais l'arrivée de nouveaux protagonistes vont les obliger à trouver un terrain d'entente. Je veux bien sûr parler des Vikings. En effet, favorisés par cette guerre civile, les incursions scandinaves sur les côtes bretonnes se multiplient et commencent à ressembler de plus en plus à un processus d'invasion organisée. La ville de Nantes, par exemple, où ces pirates commerçants ont installé un comptoir depuis plusieurs années, se transforme en une véritable base arrière et leur pression sur la Bretagne devient de plus en plus forte. En 890, les Bretons coalisés vont livrer toute une série de batailles, dont la plus connue reste celle que l'historien du début du XVIe siècle, Pierre Le Beau, place à Questembert, à une trentaine de kilomètres plus à l'ouest. J'ai déjà parlé de cette bataille dans mon premier podcast, consacré aux établissements vikings en Bretagne, podcast que je vous invite bien sûr à aller voir et écouter, en précisant que les éléments concernant cet affrontement étaient particulièrement lacunaires et ne permettaient pas de corroborer à 100% cette localisation. C'est pour cela que je me suis engouffré dans la brèche et qu'en bon romancier, j'en ai profité pour donner ma version de l'histoire. Alors si vous voulez savoir comment j'ai raconté cette bataille, avec tous les enjeux qui vont avec dans un roman d'aventure haletant et de qualité, je le sais parce que c'est moi qui l'ai écrit, n'hésitez pas à vous le procurer dans toutes les bonnes librairies, ou les moins bonnes, c'est vous qui voyez, enfin bref, achetez-le. Alors à quoi devait ressembler ce Castellum au temps d'Alain le Grand ?
Eh bien là encore, difficile à dire, mais si on se réfère au type de fortification du Haut Moyen-Âge en Bretagne, il serait raisonnable d'envisager des murs en terre, peut-être renforcés de pierre et surmontés d'une palissade en bois. Il est possible qu'à l'avenir l'archéologie précisera cela, si tant est qu'un jour le site soit fouillé. Mais pour l'instant, aucun indice ne laisse penser autre chose. Le château en pierre, lui, doit probablement voir le jour assez tôt, durant les tout débuts du bas Moyen-Âge, avec l'essor de la famille de Rieux, qui, d'après ce que l'on suppose, serait issue directement de la lignée d'Alain le Grand. Le château va être dessiné sur un plan triangulaire qui épouse l'éperon rocheux, et il est défendu par un profond fossé creusé devant la poterne d'entrée. De l'autre côté de ce fossé se trouve une vaste basse-cour qui est limitée par une haute enceinte de terre dont il reste encore des vestiges et qui forme un plateau de belle taille dont on ne connaît pas la fonction si ce n'est les suppositions habituelles qu'il puisse s'agir d'un espace artisanal ou commercial. Parallèlement à ce château en pierre qui est surmonté d'un haut donjon, on va construire un pont à tablier pour enjamber la Vilaine. On a pas mal d'éléments sur ce pont, notamment différents vestiges trouvés lors de la fouille aquatique que j'ai évoquée tout à l'heure, mais aussi des textes qui précisent les différents montants du péage en fonction des marchandises qui devaient passer par là, signe que ce passage sur la Vilaine était encore très emprunté à la période médiévale. On sait que le pont était encore là au moins jusqu'à la fin du XVIe siècle, parce qu'on a une représentation de l'endroit datant de 1543. En 1345, un couvent de moines trinitaires s'installera également non loin du château. Les trinitaires, dont la vocation principale est de recueillir les aumônes des fidèles pour racheter les chrétiens captifs en terre étrangère durant les croisades, arrivent probablement à Rieux dans le courant du XIIIe siècle, à la demande de Roland de Rieux, ancien croisé. Le couvent sera particulièrement actif pendant tout le Moyen-Âge, mais commencera son déclin parallèlement à celui du château. À la Révolution, il ne reste plus que 3 religieux présents dans les lieux, et le couvent sera saisi comme bien national avant d'être vendu en 1793. Quant au château, on ne sait pas grand-chose sur son évolution pendant le Moyen-Âge, si ce n'est que son importance doit être proportionnelle à la puissance des Rieux qui ne cesse de croître durant cette période. Cependant, on sait qu'il sera attaqué et fortement endommagé en 1488 par les troupes françaises pendant la guerre folle qui s'arrête cette année-là avec la défaite bretonne de la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier en Ille-et-Vilaine. Une défaite qui marquera également la fin de l'indépendance bretonne. L'une des raisons de ce pourquoi le château de Rieux est attaqué par les Français, c'est que, outre sa position stratégique, la place forte est la propriété de Jean IV de Rieux, qui n'est rien moins que le maréchal de Bretagne, et à ce titre, l'un des commandants de l'armée bretonne à la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier. À la mort du duc de Bretagne, François II, il sera également désigné comme le tuteur de sa fille, Anne de Bretagne. On ne sait pas vraiment à quel point le château a souffert de cette attaque, mais en tout cas ce fut suffisant pour que son propriétaire demande à sa filleule Anne de Bretagne, devenue duchesse, de lui accorder la somme de 100 000 écus, ce qui correspond à plusieurs millions d'euros aujourd'hui, pour reconstruire non seulement Rieux, mais également les châteaux de Rochefort-en-Terre, d'Elvin et d'Ancenis, propriété de la seigneurie de Rieux, qui à cette époque était l'une des plus puissantes de Bretagne. Rien que ces propriétés directes s'étalaient sur plus de 15 paroisses alentour, sans compter les nombreuses places fortes et manoirs disséminés un peu partout dans le secteur, mais aussi beaucoup plus loin. On peut citer La Feuillée, dans le Finistère, Ouessant, la Hunaudet, etc., etc. Alors forcément, avec toutes ces propriétés, les seigneurs de Rieux n'ont que l'embarras du choix, et ils vont progressivement abandonner ce château féodal, qui a une vocation plus militaire qu'autre chose, et qui progressivement ne sera plus entretenu au point d'être presque déjà en ruine, lorsque Richelieu, alors qu'il est ministre et conseiller de Louis XIII, décide de faire raser vers 1630 près de 2000 châteaux forts en France, dont bien sûr celui de Rieux. Officiellement car ils ne sont plus utiles à la défense du royaume, et officieusement pour abattre l'orgueil de la noblesse de l'époque, très turbulente, voire carrément factieuse face au pouvoir royal. Pour démanteler le château, ce sont tous les hommes valides des 15 paroisses qui vont être mobilisés pour abattre les murailles et surtout saper le donjon qui domine la Vilaine et ses marais. Les ouvriers vont retirer une bonne moitié de la base du donjon, mais celui-ci ne daignera pas s'écrouler. C'est finalement en 1799 qu'un violent tremblement de terre dont l'épicentre se trouve en Vendée, qui fera tomber le donjon, dont on peut encore aujourd'hui admirer les énormes blocs de maçonnerie en contrebas du site. Alors aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose du château, juste la muraille ouest, quelques pans de murs, les bases de 2 tours et surtout le châtelet d'entrée qui a été consolidé dans les années 80 et dont la forme des archères canonnières suggère qu'il doit remonter à la dernière phase de construction de la fortification, peut-être même après la reconstruction de 1490. Si on veut une image un peu plus précise de ce à quoi il devait ressembler, on peut le comparer au châtelet de la forteresse de l'Argoët en Elvin, qui appartenait aux Rieux et qui date à peu près de la même époque. De nos jours, le site est un très bel endroit de balade, boisé, aux allures romantiques, avec un petit port de plaisance en contrebas.
Un bel endroit, mais qui mériterait peut-être un peu mieux que de n'être qu'une belle ruine, étant donné l'importance de cette place forte au pied de laquelle s'est jouée une bonne partie de l'histoire de la Bretagne, et qui fut même, en son temps, la demeure d'un roi. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu et qu'il vous donnera l'envie de visiter les lieux, ça vaut vraiment la peine. Je vous invite une nouvelle fois à vous procurer mon roman et liker cette vidéo et à la commenter si vous avez des questions et également à vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez également participer à mon Tipeee, un site sur lequel il est possible de m'aider financièrement, une aide qui me permettra de consacrer du temps à réaliser d'autres podcasts de ce genre et bien d'autres projets encore. Merci d'or, à Kenavo.